Marc Botanguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du groupe La Gauche. Vous êtes membre aussi, je le rappelle, du Parti du Travail de Belgique. Alors, on va aborder un sujet qui est au cœur de l'actualité européenne en ce début de mandat. Il s'agit de guerre, de deux guerres qui se déroulent aux portes de l'Europe, en Ukraine et à Gaza, qui n'ont pas de rapport direct entre elles, mais qui pèsent terriblement sur l'Europe, sur le monde entier, dans l'esprit des gens. Il y a une ambiance de guerre qui est là dans la tête de tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, et qui met également à l'épreuve l'Union européenne. On va en parler. On va parler de cet aspect-là de la guerre. On parle beaucoup de l'Ukraine au Parlement européen. Vous en avez parlé ce matin d'ailleurs dans un débat. On va y revenir. On parle moins de Gaza, pour ne pas dire qu'on en parle très peu et quasiment pas finalement. Juste un mot, pourquoi ces différences de traitement qui sautent aux yeux quand même entre la manière dont l'Europe, on va en reparler, s'occupe de la question ukrainienne, d'une guerre en Ukraine, et ne s'occupe pas d'une guerre terrible dont s'occupent par ailleurs toutes les grandes institutions internationales, depuis le début. Oui, je crains que par rapport à ce qui se passe à Gaza, où on n'est plus, on ne peut pas parler des guerres, il faut parler maintenant de génocide. La Cour internationale de justice utilise le mot. En fait, le rôle de l'Union européenne et de nombreux pays européens est un soutien à Israël. Donc c'est ça ce qui est absolument horrible. Donc vous voyez au moment où il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a parlé que on ne pouvait plus faire du commerce avec la Russie, on ne pouvait plus importer du gaz de la Russie, on ne pouvait plus... Les sanctions, les sanctions, exporter des pommes, etc. Donc il y a tout des paquets de sanctions, je pense 12, 13 entre-temps. Par rapport à Israël, en fait, on continue d'exporter non pas tellement les pommes, mais même des armes vers Israël, tandis que, selon la Cour internationale de justice, nous avons le devoir, en tant qu'Union européenne, mais aussi en tant qu'État membre, d'arrêter ça, parce que la colonisation israélienne en elle-même a été déclarée illégale et il a été identifié un risque de génocide à Gaza. Alors vous imaginez bien que l'Union européenne n'aime pas trop en parler, parce que quand vous jouez un rôle actif, en fait, c'est pas qu'elle ne fait rien vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza ou en Palestine, c'est qu'il y a des liens extrêmement étroits avec Israël qui pourraient, au niveau du droit international d'ailleurs, mettre en difficulté, parce qu'il y a une responsabilité d'éviter, de prévenir le génocide qui incombe à tous les pays qui sont membres de la Convention pour la prévention du génocide, d'une part, et d'autre part, une complicité avec les crimes des guerres qui sont en cours. Et donc ça serait évidemment très malvenu pour l'Union européenne qu'on pointe ça. Alors encore une fois, que toutes les autres organisations internationales, à commencer par l'ONU tout simplement, depuis le début, on ne parle même pas des organisations humanitaires, y compris des organisations humanitaires officielles, nous ne parlons même pas des ONG, nous ne parlons même pas des gens qui descendent dans la rue pour dénoncer ce que vous êtes en train de dénoncer là, alors que tout le monde parle de Gaza et en parle dans les termes que vous parlez là. Il y a vraiment une omerta ici. Mais moi je pense que malheureusement l'Europe et les pays européens par rapport à ce qui se passe à Gaza, en Palestine en général, parce qu'on voit maintenant en Cisjordanie, on voit des écoles qui sont attaquées. Je pense qu'il y a vraiment eu une soumission aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis qui, en fait, offrent tout le soutien possible à Israël, que ce soit militaire, que ce soit financier, en fait, l'Union européenne s'est alignée, dès le début, en fait, en disant nous suivons cette politique et nous renonçons à une politique qui devrait être la nôtre si on prenait au sérieux les valeurs que l'Union européenne proclame, droit international, droits humains, etc. Alors on devrait agir. On devrait agir en imposant un cessez-le-feu. On devrait agir, par exemple, en disant, voilà, nous avons aujourd'hui un partenariat, un accord d'association avec Israël. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible. Parce que dans cet accord d'association, il est écrit qu'il faut respecter les droits humains. C'est quand même très clair pour le monde entier et les populations européennes qu'Israël aujourd'hui ne respecte pas les droits humains. C'est même un euphémisme. Alors pourquoi est-ce qu'on n'agit pas ? Parce qu'on considère le soutien à Israël clairement dans l'intérêt européen et parce qu'il y a une soumission à la politique étrangère américaine. Ça peut changer ou pas? Bien sûr. Pour Gaza, on va en parler tout à l'heure. Bien sûr que ça peut changer. Pourquoi est-ce que ça peut changer? Parce que vous avez vu que dans les pays où les mobilisations pour la Palestine, la mobilisation de solidarité ont été fortes, leurs gouvernements ont dû prendre des positions au moins au niveau des déclarations un peu différentes. Je pense à la Belgique, je pense à l'Irlande, je pense à l'Espagne. Donc la pression d'en bas peut faire changer les choses. Et en plus, on voit à travers le monde, aussi aux États-Unis,
une nouvelle génération, j'ai envie de dire une génération Palestine. Aux États-Unis, c'est impressionnant, les mobilisations. Oui. Et c'est des gens, c'est un peu quelque part, ça devient peut-être un peu l'équivalent de la guerre du Vietnam pour beaucoup de jeunes à cette époque-là qui sont mobilisés contre la guerre au Vietnam. Et aujourd'hui, on voit chez la jeunesse vraiment voilà, une humanité tout simplement qui fait qu'il y a une grande mobilisation dans les pays occidentaux, mais aussi dans le reste du monde, qui voit que ceci ne peut pas être l'avenir du monde. Est-ce que ça arrive au Parlement européen, par exemple? Vous discutez sans arrêt avec vos collègues, quelles que soient les couleurs politiques des groupes. Est-ce que vous sentez que ça bouge un peu ou pas? Écoutez, les collègues qui sentent la pression chez eux, oui. Ah oui. Mais c'est vraiment, vraiment important. Ce n'est pas une déclaration ici au Parlement européen qui les fera changer d'avis. Vous savez, il y a aussi des gens qui disent oui, mais si vous parlez trop en faveur de la Palestine, ça peut avoir un coût, etc. Moi, je pense que ce qui est vraiment, vraiment déterminant, si vous voulez, une influence sur la politique, sur les prises de position, c'est la mobilisation. Ce sont les actions à tout niveau. Ces étudiants qui ont occupé ou qui occupent encore leurs universités, les gens qui disent, voilà, moi ici, je fais une déclaration. Voilà, toutes ces actions-là, les grandes mobilisations que nous avons vues ou que nous voyons toujours dans différents pays européens, tout ça, ça a un impact sur la politique parce que ça montre aux politiciens, aux dirigeants, purée, la population n'est pas d'accord avec notre soutien au génocide israélien. D'autant que c'est d'autant plus étonnant que s'il y a une couleur générale, une bannière générale derrière laquelle se range l'Union européenne en règle générale, c'est quand même la question des droits de l'homme, c'est quand même la question de la démocratie, c'est quand même la question de la paix, qui sont quasiment les mots-clés fondateurs de l'Union européenne. Donc c'est tout à fait étonnant qu'on soit à l'encontre total de ces mots d'ordre-là et que finalement il se passe peu de choses, qu'on en parle peu et qu'on devienne, comme vous le disiez tout à l'heure, complice de ce qui se passe là-bas. Bah oui. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un deux poids, deux mesures par rapport à qui commet des crimes, par rapport à qui viole les droits humains ou le droit international. Quand ce sont des pays ou des régimes qui sont considérés comme des adversaires, des ennemis, on va les condamner fortement. Mais quand il s'agit de pays que nous soutenons, qui sont des alliés, avec qui on fait de bonnes affaires, je pense à Israël, je pense peut-être au Rwanda, un responsable, je le rappelle, pour d'énormes quantités de morts à l'est de la République démocratique du Congo. Mais là, il y a un double, comment dire, des doubles standards, un deux poids, deux mesures. On va dire, ben, en fait, on ne va pas sanctionner le Rwanda, on ne va pas sanctionner Israël, parce qu'ils sont considérés dans notre camp. Et vous savez, ça, c'est extrêmement dangereux, parce qu'en fait, vous êtes en train de nier l'universalité des droits humains, qui devraient valoir pour tout le monde, pour les Palestiniens, pour les Congolais, pour vraiment tout le monde. Et l'Union européenne, en fait, est en train de perdre toute crédibilité. Quand elle se présente maintenant sur la scène mondiale en disant « nous, c'est le droit international, nous, c'est les droits humains », les autres pays dans le monde sourient, dans le meilleur des cas, mais dénoncent cette hypocrisie. De l'Amérique latine à l'Afrique, à l'Asie. Vous voyez ça, que l'Union européenne est en train de perdre toute crédibilité qu'elle avait encore en ces matières-là. On va revenir sur l'Ukraine. Vous le disiez tout à l'heure, un débat a lieu ici au Parlement européen ce matin. Qu'est-ce qui bouge? Est-ce que vous sentez là aussi des choses qui sont en train de bouger? Parce qu'effectivement, après maintenant 2 ans et demi de guerre, on ne voit pas très bien, d'un point de vue militaire, ce qui peut changer. On ne voit pas très bien ce que le soutien légitime à l'Ukraine, le soutien humanitaire, mais soutien, comme vous le dites aussi, militaire, on ne voit pas très bien où ça peut aller. Je pense que tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent ne voient pas non plus où on peut aboutir. Et là encore, l'Union européenne n'est pas en avant, ne prêche pas la paix sur un territoire qui est un territoire très proche de l'Europe, qui est appelé, si on entend toutes ce qui est dit au niveau de l'Union européenne, qui est appelé à rejoindre un jour l'Union européenne, avec les difficultés que ça pose. Alors, ce qu'on voit, et ce n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est intéressant, ça vient du camp militaire, en fait. Oui. Vous voyez, Mark Milley, qui était à l'époque le chef des armées des États-Unis, hein, donc pas un grand naïf pacifiste, quoi que ce soit, lui disait en fait, ni la Russie, ni l'Ukraine ne pourront réaliser certainement à court terme leurs objectifs par la guerre, par, disons, solution militaire. Ce n'est pas réaliste. Et en fait, récemment, cette semaine, il y a l'ancien chef des armées allemandes qui a dit quelque chose de très semblable, qui dit en fait, l'Ukraine ne va pas être en train de perdre toujours du territoire.
On parlait de libérer toute l'Ukraine par les armes, mais en fait, ils sont encore en train de perdre du territoire. La Russie n'arrivera pas à avoir sa zone tampon qu'elle voulait, parce que même il y a eu l'élargissement de l'OTAN avec la Finlande. Donc, il faut négocier. Et vous voyez deux militaires importants qui disent qu'il faut aller vers la diplomatie, qu'il faut aller négocier. Il faut arrêter la guerre. Et est-ce que c'est réaliste? C'est ça la question. Mais moi, quand ça vient du camp militaire, ce message-là, j'ai espoir que ça percole ici. J'ai espoir que ici, les politiciens, les dirigeants politiques que nous avons au sein de l'Union européenne commencent à se dire, oui, peut-être aussi. Malheureusement, il y a deux débats. Il y a aussi l'autre débat qui dit, est-ce qu'il ne faut pas livrer maintenant et aider et assister les Ukrainiens à utiliser ces armes, des missiles qui pourraient frapper très loin dans le territoire russe. Il y en a qui le soutiennent, y compris à gauche, on va le dire aussi. Eh ben là, je vais reprendre l'exemple, l'interview du dirigeant militaire allemand, de l'ex-dirigeant militaire allemand, Kuyat, qui dit quelque chose de très important, je pense, qui dit qu'il faut faire attention parce que si on va frapper, par exemple, les installations d'alerte précoce en matière de nucléaire, qui sont là pour garantir un équilibre entre superpuissances nucléaires et pour éviter du coup un conflit nucléaire. Si on s'attaque à ça, en fait, on rentre potentiellement dans une escalade qui peut nous porter à une troisième guerre mondiale. Et donc ça, il faut l'éviter. Et pour ça aussi, il faut la piste diplomatique. Piste diplomatique, où partir ? En fait, vous savez que, d'ailleurs c'est la presse américaine qui l'a révélé, qu'à partir d'avril, qu'en avril 2022, Ukrainiens et Russes étaient très proches d'un accord. Absolument. Très proches d'un accord. Il y a déjà eu des négociations. On n'arrive pas sur rien, la page n'est pas blanche. Mais l'Union européenne n'a pas aidé dans ces négociations. Elle n'a pris aucune initiative. Parce que c'est ça, vous avez parlé des sanctions, vous avez parlé des armes. Mais en fait, ce qui n'a pas du tout été fait dans ces 2 ans et demi maintenant de guerre en Ukraine, a été de pousser de manière insistante la piste diplomatique. La Turquie l'a fait, les pays africains l'ont fait, le Vatican l'a fait, la Chine, le Brésil, la Chine etc. a un plan, disons. Voilà, et donc l'idée est de revenir aux négociations d'avril 2022 et de dire là, on était très proches. Pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas à ça? Et on arrête immédiatement les massacres maintenant, on arrête la destruction. Parce qu'imaginez-vous, si on avait trouvé un accord à ce moment-là et que les pays européens, plutôt que d'être réfractaires ou de suivre peut-être Washington dans le sabotage de cet accord comme on a pu lire, si on avait joué un rôle actif pour dire cet accord doit aboutir, alors on aurait peut-être évité 2 ans de guerre. Combien de victimes est-ce qu'on aurait pu éviter? Combien de morts? Combien de destructions? Vous savez, et donc pour moi, l'Union européenne doit jouer ce rôle actif diplomatiquement. Je ne veux pas discuter, est-ce que c'est l'Union européenne, les pays européens, les États-Unis qui ont torpillé cet accord en avril 2022? C'est une discussion qu'on lit dans la presse. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que jouons ce rôle actif, jouons ce rôle diplomatique pour en terminer avec cette guerre, pour ramener la paix, pour ramener le respect pour le droit international sur notre continent. Commission européenne nouvelle, vous sentez quelque chose dans ce domaine-là ou pas? Il y a des indices ou rien du tout? Oui, il y a un énorme indice, c'est que Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, vient d'abolir le poste de commissaire aux affaires sociales. C'est ça. Et en revanche, il y aura 2 commissaires, un nouveau commissaire à la défense, ça veut dire à la guerre en pratique, pour l'industrie militaire. Et une autre commissaire qui sera chargée aussi de matière de sécurité. Donc vous voyez qu'en fait, d'une part, pour les travailleurs, il y aura l'austérité, on en a déjà discuté. Il n'y aura plus vraiment de commissaire qui sera là pour pousser un agenda social. Donc l'Europe sociale, elle essaye de l'enterrer. Et d'autre part, il y a une militarisation très très dangereuse. Il faut savoir aussi que la nouvelle haute diplomate, haute représentante aux affaires étrangères, est quelqu'un qui est très peu diplomate, pour le dire ainsi. C'est quelqu'un qui a une approche de confrontation, notamment beaucoup plus vis-à-vis, par exemple, d'une série de pays comme la Russie, mais d'ailleurs. Et donc, je suis extrêmement inquiet de où va cette Commission européenne. Sur le climat, très peu. Le Green Deal, on l'a critiqué beaucoup. 2 mois, on n'a rien trouvé. Et donc nous, on a critiqué le Green Deal en disant qu'il n'était pas social, que c'était quelque chose qui faisait payer les travailleurs, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut aucune action climatique. Ça veut dire qu'il faut une action climatique complètement autre. Et là, j'ai l'impression que cette commission ne sera ni sociale, elle ne sera ni en faveur d'une approche juste pour le climat,
mais elle va défendre fortement une militarisation et une Europe beaucoup plus guerrière. C'est ça, c'est ça. Donc la piste, une Europe diplomatique, défendue par des gens comme Villepin, on va citer les noms quand même, qui parlent au nom de la France bien sûr aujourd'hui, mais qui parlent aussi au nom de l'Europe. C'est pas du tout la piste. Vous en entendez parler de ça ou pas, vous, entre députés? Est-ce qu'il y a un autre son de cloche, j'allais dire? Il y en a forcément, heureusement qu'on le porte et qu'il y a des personnes d'autres partis, parce que Dominique de Villepin ne fait pas partie de ma formation politique, mais heureusement qu'il y a effectivement des gens qui portent cette vision, parce que quand on parle autonomie européenne, soyons clairs, en matière de défense et en matière d'affaires étrangères, on doit d'abord s'affranchir des États-Unis. Et nous avons aujourd'hui Madame van der Leyen, Kaja Kallas, qui sera la nouvelle haute représentante en affaires étrangères, qui sont des personnes qui, en réalité, ne veulent pas du tout s'affranchir des États-Unis, qui n'ont pas du tout... Il y a un tropisme pro-américain de ces dirigeants européens. Et donc, si nous voulons construire, et je le désire, une Europe non alignée, autonome dans le monde, qui puisse effectivement œuvrer pour le droit international, pour la paix, et pas seulement dans la rhétorique, il faut qu'on se détache de la politique étrangère américaine, qui essaie de la guerre. Parce que le 2 poids 2 mesures dont on parlait, vis-à-vis d'Israël, vous savez, ça a toujours été le cas pour les États-Unis aussi. Bien sûr. Vous savez, la guerre en Irak. Est-ce qu'il y a un criminel de guerre américain, un haut responsable que l'Union européenne a voulu sanctionner? Bien sûr que non. Donc cette soumission vis-à-vis des intérêts des États-Unis, il faut en finir. Il faut accepter que nous, en tant qu'Européens, en tant que travailleurs en Europe, nous avons d'autres intérêts que la classe dirigeante américaine. Ça va être un de vos axes d'action ici au Parlement européen. Absolument. Pour les 5 années à venir? Absolument, parce que tout le monde aime bien parler d'autonomie européenne. Hein, c'est un peu un des mots, des slogans à la mode. Très bien, mais prenons ça au sérieux. Et de quel pays est-on aujourd'hui dépendant? Quel pays suit-on aveuglément tellement de fois au Moyen-Orient et ailleurs? Ce sont les États-Unis. Alors construisons effectivement une Europe complètement autre, en rupture avec celle aujourd'hui, mais alors aussi en rupture avec la dépendance vis-à-vis des États-Unis. Merci beaucoup, Marc Botanga. On vous retrouvera, bien sûr, tout au long de ces années de mandat pour voir comment évoluent ces points qu'on vient d'ouvrir là dans la discussion. Merci, Marc. Au revoir. Merci à vous.